Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Champ visuel. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peinture, photographie, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Marguerite Chabrol, Alain Kalinberger, Casque d'or, lecture croisée 2010. Jean Foubert, L'art audiovisuel de David Lynch, 2009. Geneviève Cornu, L'art n'est pas un langage. La rupture créative, 2009. Yves Hureau, Pauline Carton, Itinéraire d'une actrice éclectique, 2009. Bernard Lecomte, La télé en jeu X, 2009. Gilles Remillet, Ethno-cinématographie du travail ouvrier, 2009. Jean-Paul Aubert, L'école de Barcelone. Un cinéma d'avant-garde en Espagne sous le franquisme, 2009. Thibaut Garcia, Qu'est-ce que le virtuel au cinéma, 2009. Yannick Moren, Filmer la création cinématographique. Le film Art poétique, 2009. Raphaël Moine, Brigitte Rollet et Geneviève Cellier sous la dire, Policier et criminel, un genre populaire européen sur grand et petit écran, 2009. Françoise Luton, Peter Blake et Sergent Pepper, 2009. Dominique Château, Philosophie d'un art moderne, le cinéma, 2009. Simon Lenné, Le jeu de Harvey Keitel dans les films de Martin Scorsese, 2009. Christophe Cormier, Contre-culture et cinéma, Dennis Hopper à l'œuvre, 2008. La sémiotique des cultures n'est pas à vrai dire une discipline, mais le projet même de redéfinir la spécificité des sciences humaines et sociales. Les cultures embrassent la totalité des faits humains jusqu'à la formation des sujets. Elles restent cependant difficiles à concevoir, faute précisément d'un point de vue sémiotique sur la culture. Rastier-François, 2001. L'action et le sens pour une sémiotique des cultures, In Sens Action, Journal des anthropologues, numéro 85 à 86, page 214. À Lisette et Pacôme. Introduction. Pourquoi parler du sensible de la science ? Parce que la science se révèle comme un artefact représentatif, comme un système complexe constitué par des concepts, des images, des énoncés et des figures. De ce fait, le discours de la science serait essentiellement une construction rhétorique et sociale qui mettrait l'histoire de l'iconologie scientifique en rapport étroit non seulement avec l'histoire des savoirs, des textes et du livre scientifique, mais aussi avec l'histoire de l'art et des représentations. Nous allons donc, ici dans cette étude, des textes aux images, des images aux textes, pour les remettre en mouvement dans un espace culturel et discursif donné. Pour ce faire, nous utilisons la distinction de Claude Cossette, 1983, pour décrire le rôle du texte associé à l'image. Pour lui, on adjoint un texte à une image pour 4 raisons: sujettisé, verbalisé, qualifié, circonstancié. Dès lors, la bonne cohésion du lien entre le texte et l'image devient nécessaire à une bonne communication. Mais pas seulement, puisque dans cette analyse, nous voyons également poindre le concept d'image à travers l'idée d'une unité visuelle vers laquelle le discours scientifique tendrait. Précisons à ce stade que image vient du latin imago, utilisé dans le sens de portrait, simulacre, apparence, ombre qui prend la place. La science mettrait ainsi en place un dispositif de représentation dans le sens où elle construirait le monde à travers un dispositif rationnel qui donne à voir les objets en permettant leur connaissance. Foucault, 1967. Le concept de représentation se pose alors non pas tant comme un filtre de lecture que comme un prisme notionnel qui nous fait saisir la science comme un langage et comme une temporalité, et ce, à travers l'histoire, le discours, le lien de cause à effet et le corps. Ainsi, par exemple, tel que l'énonce le biologiste Jacques Testard, 2003/109. L'attention médicale et scientifique, et même artistique, portée au corps passe d'abord par l'anatomie, laquelle a commencé par le spectacle des formes apparentes puis évolué vers l'organisation du dedans du corps, surtout explorée à partir de la Renaissance. Le traité d'anatomie de Vézal,
les aquarelles de Le Sueur ou encore les photographies de Montméja interrogent effectivement le corps vu par les sciences naturelles, la biologie, etc., mais également par les sciences sociales. Il nous faut nécessairement à chaque fois étudier le contexte socio-culturel de chaque objet de recherche, pour asseoir notre point de vue sémiologique, et plus encore, avoir conscience de l'évolution de ce contexte jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, Descartes voit le monde comme un espace géométrique régi par les seules lois de la mécanique. Dans la nature, nos corps, tout comme les plantes et les animaux, sont des machineries, réglées comme des horloges par le jeu de ressorts, de tuyaux et de filtres. Mais Descartes admet aussi l'existence d'un corps subjectif qui nous manifeste la faim, la soif ou la douleur. Dagonet, 1992. Cette vision d'un corps-machine est très présente dans la médecine dès les XVIIe et XVIIIe siècles. Avant que le chimiste Antoine Laurent de Lavoisier n'explique le phénomène de la respiration, on conçoit par exemple les poumons comme des soufflets donnant des forces à la circulation sanguine. Puis au XIXe siècle, on se met à évaluer le volume d'oxygène nécessaire aux malades dans les salles d'hôpitaux, à mesurer la température la plus adéquate à la santé dans les dortoirs des collégiens, à recommander des cours de récréation vastes et plantés d'arbres. Dans les écoles, les casernes, les prisons, les hôpitaux, les soucis des hygiénistes déterminent aussi bien les pratiques que l'architecture. Ce puissant courant qui se développe à partir de la fin du XVIIIe siècle et qui connaît son apogée au XIXe siècle, s'ancre dans le positivisme ambiant et multiplie calculs et statistiques qui attestent du meilleur fonctionnement possible du corps du citoyen, de son efficacité et de sa productivité, à l'usine, à l'armée ou à l'école. Roche, 1983. Quant au XXe siècle, il oscille entre les techniques du corps de Marcel Mauss, 1950, l'objet de consommation de Jean Baudrillard, 1970, et le poids des habitus de Pierre Bourdieu, 1979. Ainsi, mettant en évidence la nature sociale ce qu'il nomme des habitus, Mauss voit dans les techniques du corps des montages physio-psycho-sociologiques à examiner du point de vue de l'homme total. Pour Baudrillard, maintenant, le corps est devenu un capital que l'on gère et sur lequel on investit en tant que signifiant de son statut social. Il est aussi fétichisé. Quant à Bourdieu, il explique que le schéma corporel est dépositaire de toute une vision du monde social, de toute une philosophie de la personne et du corps propre. L'exis corporel traduirait selon lui les habitus de chacun au niveau du corps. Mais pour en revenir à la science, selon Michel Serres, les décennies récentes ont vu naître un corps nouveau grâce au progrès de la médecine favorisé par le développement de techniques de plus en plus sophistiquées, échographie, scanner, prothèse et peut-être manipulation génétique ou clonage. Pour lui, nous sommes entrés dans l'ère de l'omniscience, Serres, 2001. Ce néologisme désignant une alliance de type nouveau entre le corps humain et la science, pour le meilleur, c'est-à-dire une prodigieuse augmentation de nos performances cognitives. Voir à l'intérieur de l'organisme pour examiner un cœur qui bat, connaître la vitesse d'écoulement du sang, savoir où se trouvent des cellules cancéreuses, le tout sans ouvrir le corps, c'est en effet le défi relevé par les techniques d'imagerie médicale. Les exemples se bousculent. Radiographie de la cage thoracique, échographie d'une femme enceinte, scintigraphie du cœur, IRM fonctionnel du cerveau 1, mais aussi la télémédecine sous l'eau. Ainsi, une équipe de la NASA vient de terminer une série d'essais de télémédecine menés dans la station sous-marine Aquarius en Floride. Durant 11 jours, 6 aquanautes, immergés sous 20 mètres d'eau dans une pièce de 4 mètres sur 14, se sont attachés à simuler sur un mannequin des interventions médicales dans l'espace. Parmi l'équipage, 3 étaient des médecins mais aucun n'avait reçu de formation particulière en chirurgie. Assistés d'un spécialiste situé à des milliers de kilomètres, au Canada, les membres de NEEMO, NASA Extreme Environment Mission Operations, ont effectué une ablation de la vésicule biliaire par cœlioscopie. Grâce à des caméras vidéo embarquées sur les instruments, le spécialiste a pu conseiller et guider les gestes des intervenants. Ces derniers se sont également entraînés à suturer des artères et à retirer des calculs rénaux, par l'URTER 2. Nous constatons donc que la science se pense non seulement à travers la technologie, mais surtout en termes de distance. La représentation scientifique engage aussi d'autres aspects via la télévision, et la Cité des sciences et de l'industrie par exemple. Ainsi,
La télévision indépendante britannique Channel 4 est à la recherche de volontaires pour un documentaire expérimental qui aura pour objectif l'observation du processus de décomposition des corps humains. Selon la chaîne, le projet est purement scientifique et a pour but de démystifier la mort. Le Dr Richard Shepherd qui supervise le projet déclare que cette expérience représente un pas en avant urgent et nécessaire pour la recherche médicale légiste dans ce pays. 3. Ce documentaire convoque ainsi un aspect spectaculaire dysphorique qui exploite médicalement la mort. Quant à la CRADExpo, la science impolie du corps humain, de la Cité des sciences et de l'industrie 4, elle met en place un rapport médical scatologique avec le corps. Néanmoins, s'adressant aux enfants 5 ans et plus, cette exposition joue euphoriquement du corps et de ses déjections avec des activités au nom évocateur. Roméo, le roi du Rho, la pompe à vomi, téléboyau, le toboggan du manger, le corps qui pue, la guerre des paix, le jeu du pipi, pan. Dans le pif, le mur à bobo, la grotte de nez, René, la goutte au nez, opéra prout, microclip, les gargouillis du corps. Mais, qu'il s'agisse des différentes techniques d'imagerie médicale, de la télémédecine, du documentaire sur la décomposition, ou de la CRADExpo, nous pouvons identifier une représentation de l'humain commune à tous ces exemples, judicieusement nommés par la Cité des sciences et de l'industrie, le corps en kit. Les visiteurs apprennent le nom des parties du corps en jouant aux chirurgiens. Ils doivent récupérer les éléments dans leur logette, sans en toucher les parois. Finalement, ces 5 exemples explicités ne sont pour nous que des prétextes à la mise en catégorisation du discours scientifique pour ensuite aborder nos propres objets de recherche. L'iconographie de la dermatologie, de la cirrhose, du ludo-éducatif, de Vézal, de Le Sueur et de J. Pinlevé. Ainsi nous opérons des oppositions sémiotiques binaires de type dehors versus dedans, visible versus invisible, présence versus absence, proche versus lointain, vie versus mort, propre versus sale, etc., et ce, pour faire émerger le sens profond du discours scientifique. Mais de manière générale, nous jouons sur l'articulation sensible versus intelligible de sorte que par sensible nous entendons ce qui se passe avant toute catégorisation par l'intelligible, c'est-à-dire ce qui est régi par le mode des affects et des perceptions. L'interaction de ces perceptions et leur mise en relation définit la dimension intelligible. Spécifions également que notre sémiosphère de référence est empreinte des théories cognitives, invitant à débattre de la dimension culturelle de la science. Mais qu'entendons-nous par science ? Daniel Jacobi, 1999/129, prévient en effet que les discours scientifiques constituent un ensemble flou. Dans cet ensemble, il est prudent de distinguer 3 pôles, celui des discours scientifiques primaires, écrits par des chercheurs pour d'autres chercheurs, puis celui des discours à vocation didactique, comme les textes des manuels d'enseignement scientifique, et enfin le pôle que l'on peut appeler l'éducation scientifique non formelle, vulgarisation, presse, documents de culture scientifique. Par ailleurs, à travers ces 3 pôles, l'auteur adjoint 3 contextes de production répartis dans ce tableau, Jacobi 1999/149. Au regard de notre corpus très éclectique, les frontières entre ces genres scientifiques témoignent effectivement d'un glissement de la représentation impliquant le support, les lecteurs, l'orientation, le but, le vocabulaire, le traitement du temps, les techniques d'enregistrement, les marques institutionnelles, les modalités d'énonciation, les éléments profilmiques et les procédures de visualisation, Calcagno-Tristan 2005. Et c'est ce même flou de la représentation qui engagerait les discours scientifiques, liés à la médecine, à la zoologie, à la physique, dans une idéologie du symptôme et ou peut-être dans un symptôme de l'idéologie, à l'instar de notre corpus. Celui-ci a déjà fait l'objet d'une publication qui a été ici somme toute augmentée ou remaniée. Frédéric Calcagno, Tristan, Dermatologie du sensible au XIXe siècle, Proté, volume 32, numéro 2, automne 2004, pages 85 à 97. Frédéric Calcagno, Tristan, Rhétorique du multimédia, le cas du jeu éducatif scientifique animalier, May, numéro 18, Jeux médias savoir, L'Harmattan 2003, pages 159 à 169. Frédéric Calcagno, Tristan, à en croire Vézal. Pour une rhétorique de l'illustration médicale, Quaderni, numéro 59, hiver 2005 à 2006, page 3348. Frédéric Calcagno, Tristan, Jean Pinlevé et le cinéma animalier, un processus d'hybridation engagé,
Communication, volume 24, numéro 1, édition Nota Bene, Québec, automne 2005. 1. Le symptôme. Pour définir notre conception du symptôme, nous nous sommes inspirés à la fois de la sémiologie médicale, du point de vue psychosociologique et de la psychanalyse. Ainsi, le symptôme représente une des manifestations subjectives d'une maladie ou d'un processus pathologique, telle qu'elle est exprimée par le patient. Notons au passage que les symptômes s'opposent aux signes, en ce qu'ils constituent des manifestations objectives de la maladie relevées par le médecin. Maintenant, d'un point de vue psychologique, le symptôme est la façon particulière dont un individu trouve sa place dans le monde et règle son rapport à celui-ci. Nous nous intéresserons donc très rapidement à la stratégie d'individualisation et à l'interprétation continue du monde, dans le sens où étant en psychanalyse l'expression d'un désir inconscient, le symptôme se rattache à la représentation, voire au discours. Dès lors, selon nous, le symptôme correspondrait à un véritable procédé de rhétorique du sensible de la science. En effet, ce concept ferait surgir l'aspect passionnel de l'objet médico-scientifique étudié, qu'il s'agisse de l'iconologie dermatologique au XIXe siècle, de l'imagerie médicale liée à la cirrhose du foie ou encore du scientifico-ludo-éducatif. Le procédé du symptôme pointe également l'aspect et la manière dont se réalise la rencontre. Symptôme du grec sympaitin, rencontrer, entre la sphère du sensible et celle de l'intelligible dans une perspective de stratégie persuasive. En ce sens, ces différents exemples évoqués ci-dessus présenteraient-ils un enjeu de pouvoir de la science sur le monde ? 1. Dermatologie du sensible au XIXe siècle. Nous nommons dermatologie du sensible l'orientation rhétorique des œuvres de J.L. Alibert, Clinique de l'hôpital Saint-Louis ou Traité complet des maladies de la peau, 1833 et de A. Hardy et de A. de Montméjat, Clinique photographique de l'hôpital Saint-Louis, 1868. En effet, nous prenons le parti d'analyser dans un premier temps le rapport entre le texte et l'image dans l'ouvrage de J.L. Alibert, puis nous nous orientons vers la théâtralité du symptôme à travers l'Atlas d'A. Hardy et d'A. de Montméjat. Néanmoins, nous ne nous intéressons pas tant à l'esthétique de l'œuvre qu'à son étymologie grecque esthétikos, qui a la faculté de sentir et perceptible, sensible. Nous travaillerons donc davantage sur l'esthésie, c'est-à-dire sur la sensation et la perception, que sur l'esthétique à proprement parler. Nous orientons aussi notre analyse vers la praxis énonciative, c'est-à-dire le discours en acte. À travers cette approche, nous cherchons à faire comprendre que ce ne sont pas tant les systèmes d'intelligibilité qui définissent les usages du signe, symptôme ici, que la présence sensible au monde du corps. Nous entendons par sensible ce qui se passe avant toute catégorisation par l'intelligible, c'est-à-dire ce qui est régi par le mode des affects et des perceptions. L'interaction de ces perceptions et leur mise en relation définissent la dimension intelligible. Nous définirons le concept de dermatologie du sensible au fur et à mesure de notre démonstration. Mais déjà, nous le construisons selon un axe herméneutique, à partir d'une rhétorique de la sensation et de la perception, et dans un contexte donné. Depuis la fin du XVIIIe siècle, la médecine a reconsidéré ses méthodes d'investigation et l'importance des connaissances anatomiques. Ce nouveau positionnement s'est ainsi orienté vers l'identification et le classement des maladies. Les médecins se livrent à l'étude des signes cliniques et des symptômes, éléments qu'ils confrontent avec les lésions observées sur les cadavres, Salahoun, 2001/16. Les nosologies dermatologiques de Jean-Louis Alibert par exemple ne se préoccupent que de l'aspect externe, efflorescence, c'est-à-dire du symptôme et de la lésion sans établir de relation avec des troubles intérieurs de l'organisme. Il faut rappeler aussi que les maladies de peau étaient traitées à l'époque comme des maladies en général 5. Ceci laisse entendre que le diagnostic médical au début du XIXe siècle consistait à faire le constat d'un ensemble typique de symptômes. La maladie était identifiée au syndrome, sans préjuger des changements pathologiques des organes en question. C'est dans ce contexte de conception clinique de la maladie que nous avons souhaité aborder l'iconographie dermatologique, afin de montrer que l'illustration traduit la pensée dermatologique autant qu'elle représente les orientations personnelles de son auteur ou de son commanditaire. Nous avons ainsi choisi d'analyser 6 planches issues de l'ouvrage de Jean-Louis Alibert,
Clinique de l'hôpital Saint-Louis ou Traité complet des maladies de la peau, 1833, son second grand ouvrage où il résuma ses leçons cliniques 6. En effet, Jean-Louis Alibert peut être considéré comme le premier clinicien hospitalier à se spécialiser en dermatologie et le fondateur de l'école dermatologique de l'hôpital Saint-Louis, mais aussi comme un professeur singulier qui décrivait les maladies de peau de façon un peu théâtrale et sous forme de métaphores humoristiques. Nous nous sommes aussi attachés à cet auteur par l'aspect inventif de sa recherche, lorsqu'il proposa de classer les maladies de la peau selon une classification inspirée de la botanique et popularisée par son fameux arbre des dermatoses. Mais ce qui nous intéressait aussi, c'était de montrer l'évolution des modes d'illustration, et plus particulièrement le passage du dessin à la photographie dermatologique. En effet, il s'agissait alors d'étudier les effets esthétiques et esthésiques de ces différents moyens d'information-communication tournés essentiellement vers l'enseignement, tout en étant attentif à la personnalité des dermatologues et associés, et à la manière dont ils se positionnaient dans la pensée médicale de l'époque. Nous avons donc étudié en parallèle l'ouvrage de Jean-Louis Alibert et le premier atlas photographique en dermatologie, Clinique photographique de l'hôpital Saint-Louis, 1868 de A. Hardy et A. de Montméjat. Notre corpus repose donc sur la mise en jeu du rapport binaire sensible versus intelligible au sein même de l'iconographie médicale dite, selon le sens commun, scientifique et sans imaginaire. Nous avons ainsi choisi les différentes planches, et les textes qui les supportent, les plus illustratifs de la marque personnelle de son auteur ou commanditaire. Nous nous sommes centrés à la fois sur l'aspect tensif et esthésique des illustrations et des textes médicaux. Le rapport texte-image dans Clinique de l'hôpital Saint-Louis, ou Traité complet des maladies de la peau, de Jean-Louis Alibert. L'œuvre de Jean-Louis Alibert constitue notre première approche de l'illustration dermatologique par l'analyse de 6 dessins dont l'érythème spontané, l'érythème pélagreux, l'érysipèle simple, le pamphix chronique, le zosté aigu et le physacha aigu. Nous les avons étudiés sous le rapport du texte et de l'image tant ces supports apparaissent ici complémentaires, et tant ils jouent surtout le jeu du spectaculaire souhaité par le dermatologue en question. D'ailleurs, Jean-Louis Alibert précise dans son discours préliminaire que pour imprimer en plus grand saut d'authenticité à ce que j'ai écrit, pour ajouter à l'énergie et à la puissance de mes discours, pour perpétuer et animer en quelque sorte tous mes tableaux, j'ai cru devoir recourir à l'artifice ingénieux du pinceau et du burin. J'ai voulu fortifier les impressions par l'image physique des objets que je désirais offrir à la contemplation du pathologiste. J'ai voulu enfin, par les couleurs effrayantes du peintre, instruire pour ainsi dire la vue par la vue, faire ressortir et contraster davantage les caractères des maladies de la peau, fixer leurs moindres nuances, frapper en un mot l'essence de mes lecteurs, et reproduire vivant devant eux les divers phénomènes qui avaient étonné mes regards. Alibert 1833, XXIJ. Ces impressions fortes qu'il n'a de cesse de vouloir retranscrire lui font parler de manière récurrente de théâtre et de spectacle. Il s'exprime aussi très souvent à travers des signes plastiques qui l'accompagnent de comparaisons ou de métaphores. En effet, quelquefois c'est simplement l'appareil tégumentaire qui se décolore, sans qu'on aperçoive aucune élévation au-dessus de son niveau, et qui nous montre tour à tour des taches rouges, brunes, noires, jaunes, livides, ou d'une nuance verdâtre comme la chair des cadavres en putréfaction. Mais plus souvent, les maladies cutanées laissent transsuder une matière icoreuse ou purulente, qui se concrète en une masse croûteuse pour tomber, renaître et pour tomber encore. Ces croûtes, dont la figure varie à l'infini, représentent des cercles, des losanges, des prismes, des cylindres, des tubercules ou des mamelons très proéminence. On en voit qui s'étendent insensiblement et s'arrondissent en zones relevées par des bords affreux, ou qui rampent comme les serpents sans lignes sinueuses et longitudinales. Alibert 1833, I.J. Jean-Louis Alibert s'extasie ainsi devant ces maladies spectaculaires. Dans ces effroyables déformations, les malades conservent à peine l'apparence humaine. Ils ont la physionomie terrible des lions ou la face hideuse des satyres selon la remarque de l'immortel arrêté, Alibert 1833, I.J. Le dermatologue devient ici un véritable peintre non pas de la nature humaine mais de la nature même, avec tous ses secrets, ses irrégularités et ses surprises monstrueuses. L'artiste nous décrit une mort picturalisée dont le spectateur pourrait suivre les lignes, en toucher la texture et en calculer la durée. Il en est alors de ces natures mortes qui nous restent en mémoire.
Samuel Y. Edgerton Jr. pose de la même manière ce rapprochement entre la science et l'art. Ainsi, les gouaches originales que Galilée exécute à partir de ses observations lunaires sont d'une qualité toute professionnelle dans le rendu des effets de lumière. Nul doute que c'est ici le peintre qui, chez Galilée, aura servi l'astronomie. Seule sa familiarité avec les innovations picturales de la Renaissance italienne et le subtil traitement de tels effets de reflets par Léonard ou Raphaël a pu lui suggérer une hypothèse aussi audacieuse en son temps. Edgerton 1991-7. Mais ce n'est pas tant cet aspect spectaculaire de l'ouvrage qui nous intéresse ici, que la complémentarité du texte et de l'image. Cette articulation engage deux types de combinaisons d'opposition. La première catégorie sémantique nous ferait dire qu'autant l'image généralise que le texte particularise. Quant à la seconde catégorie binaire, elle positionne le corps du patient de deux manières. L'image en marque son absence tandis que le texte le lui rend. Ce constat nous fait donc dire que l'illustration dermatologique, de la même manière que son texte, construit un regard sur le corps du malade et sur la maladie en soi. Le familier. Ainsi, à travers ces 6 planches, nous remarquons que Jean-Louis Alibert formalise le modèle type de chaque maladie. En effet, outre les qualités des lésions cutanées, il, avec l'aide technique des dessinateurs et graveurs Tresca, Valville ou encore Schubart, circonscrit le lieu de l'infection, la main, le visage, le cou. L'image, ici illustratrice, vient caractériser la maladie en la réduisant à une sorte de fragment. En même temps, les représentations des lésions cutanées dont Alibert enrichit ses textes de dermatologie ne se limitent jamais à graver un seul morceau de peau atteinte mais comprennent presque toujours le visage entier du sujet malade avec ses couleurs, expression de son tempérament, son regard, une certaine posture de la tête et quelquefois des morceaux de vêtements qui peuvent illustrer la condition sociale et donner plus d'humanité au malade. Pasquinelli 2001/36. Ainsi, la jeune femme atteinte d'un érythème pélagreux semble perdue dans ses pensées par ses yeux hagards et sa tête légèrement inclinée. Elle apparaît complètement absente de la scène. De la même manière, le patient atteint d'érysipèle simple est dépeint à la façon d'une poupée russe au visage rond et aux pommettes rouges alors qu'il s'agit en fait de placards érythémateux au bourrelet rouge. Cette figurine apparaît tout aussi hors temps et complètement ailleurs. Quant au jeune homme souffrant d'un pamphix chronique, son absence est traduite par ses yeux qui fixent le sol et sa tête délicatement inclinée vers le bas. Aussi, à travers ses dessins, Jean-Louis Alibert construit un sentiment d'empathie et en même temps d'anempathie puisque leur absence représente aussi leur fonction de simple mannequin ou modèle. Le texte exprime d'ailleurs cette modélisation, autrement dit cette généralisation, pour très vite donner des exemples. En effet, le premier exemple est toujours en adéquation avec le dessin. Ainsi, pour la planche de l'érythème spontané, il est noté que quand l'érythème est arrivé au plus haut degré d'accroissement, la peau est gonflée, tendue, luisante. Alibert 1833/6. Puis, ces taches ou plaques s'étalent sur le dos des mains, sur le visage, sur la poitrine. Alibert 1833/6. Enfin, un homme travaillait à planter des pieux au moyen de la sonnette. Ses mains, constamment exposées à l'air et au vent, furent frappées d'une rougeur érythémateuse. Le malade, ayant discontinué son genre d'occupation, ne tarda pas à se guérir. Alibert 1833/11. Autre exemple, celui de l'érysipèle simple. Nous apprenons alors que l'assouplissement est surtout considérable, si l'érysipèle doit attaquer la face. L'exhémation se concentre ensuite sur un point quelconque du tissu cutané. Ce tissu se gonfle et se distend, la partie affectée prend la couleur d'un rouge citronné, la peau est lisse et luisante. Alibert 1833/16. Jean-Louis Alibert nous raconte ensuite dans la partie étiologie que certaines habitudes de la vie civile, comme celles des épicuriens qui demeurent longtemps à table au milieu des mets les plus succulences, qui se gorgent de viande de haut goût, qui abusent de liqueurs spiritueuses, ne contribuent pas peu à les déterminer. Il y avait à Paris un fameux gourmand qui expiait toujours par un érysipèle le plaisir qu'il trouvait à se rassasier de truffes du Périgord. Victime d'une complication œdémateuse, cet individu mourut d'une récidive et sous le poids d'une accablante obésité. Alibert 1833/19. Le médecin se fait alors observateur psychologique et moral de la maladie, pour ne pas dire stoïcien dans ce cas d'abus des bonnes chères. Il incline à la modération en toutes les circonstances.
Le cas le plus exemplaire est celui de la planche illustrant le zosté aigu. Conformément au dessin, le zosté n'occupe d'ordinaire qu'une seule partie du corps, le plus souvent le côté droit. Il forme communément une demi-ceinture, laquelle serpente obliquement depuis la colonne épinière jusqu'à la ligne blanche. Alibert, 1833/27. Mais, ce qui est le plus surprenant, c'est que Jean-Louis Alibert cherche à déterminer le zosté par de violents chagrins. Si, écrit-il, un jeune homme, âgé de 32 ans, fort studieux, avait éprouvé une forte commotion de l'âme. Il avait eu le malheur de tuer en duel un individu qui avait été son ami intime. Il fut inconsolable de cette action, et ressentit presque aussitôt une sensation douloureuse au côté droit. Le troisième jour, on vit se manifester chez lui une ceinture vésiculeuse depuis l'ombilic jusqu'aux vertèbres. Cette ceinture était de la largeur de la main. Alibert, 1833/33. Nous remarquons dès lors que les explications du dermatologue tournent essentiellement autour de la somatisation de son patient s'exprimant par la voie cutanée. Ce discours engage donc la dimension sensible dans l'explication cognitive de la maladie en ces termes: éprouvé, ressenti, sensation, et manifesté. Le médecin s'intéresse ici à la vie personnelle et intime de ses patients, pour établir une nosographie précise, soutenue par des exemples concrets. Il semble ici judicieux de relever que Jean-Louis Alibert s'exprime souvent à travers l'image du médecin observateur, ou encore de l'observateur philosophe. Le dermatologue traque alors les penchants pathologiques du patient à travers son tempérament, bilieux, sanguin, lymphatique, son comportement social, son âge, son sexe, et fait aussi état de l'influence climatique dans le déclenchement de la maladie de peau. En tant que médecin, il transmet ainsi des valeurs morales voire idéologiques aux futurs dermatologues auxquels il s'adresse à travers son ouvrage. Il énonce en effet qu'il n'arrive que trop souvent des anomalies et des monstruosités. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.